Salut les geeks et salut les geekettes. Aujourd'hui on est lundi, donc j'ai la patate et ça durera peut-être pas. Quoique, il n'y a pas de raison, puisqu'on aura la critique de TNA Impact. Ça va défoncer. On aura après la charmante Macha qui viendra nous parler de musicologie. Enfin, elle nous fera écouter, hein. Vous entendrez ça. Et à la fin, on aura le retour du sémillant, du beau, du ténébreux La Cave avec son Hidden Palace. Et tout de suite, c'est les news du non moins mignon Pierre-Alexandre. Cette semaine, on conclut les news spéciales Leipzig avec pour commencer une petite sélection de jeux orientés action, sport, simulation. On en a déjà parlé, mais Tom Clancy's Hawks est définitivement l'un des gros titres à venir début 2009. Et oui, la date de sortie de ce jeu développé chez Ubi Bucarest a glissé, Hawks étant désormais annoncé pour janvier prochain. À l'occasion de la Games Convention, un nouvel environnement était présenté, le désert nord-africain. Plus d'infos a également filtré sur le jeu. 70 missions seront jouables en coop et 4 joueurs peuvent à tout moment se rejoindre en ligne avec la méthode du Jump In, Jump Out, permettant de se connecter à une partie en cours de déroulement. La possibilité de désactiver à tout moment les assistances permettra également aux meilleurs pilotes d'enchaîner les kills en défiant les lois de la physique pour des dogfights vertigineux. On change totalement d'ambiance avec Guitar Hero World Tour et ses petites cabines publiques qui accueillaient sur le salon les groupes amateurs. Reprenant le concept initié par le Guitar Freaks de Konami à la fin des années 90, Guitar Hero a su s'imposer en quelques années auprès du grand public et des gamers amateurs de rock. Les concurrents n'ont bien sûr pas tardé à se pointer avec en particulier le Rock Band d'Electronic Arts. Comme ce dernier, Guitar Hero World Tour proposera de nouveaux instruments sans fil en plus de la guitare, soit une batterie disposant d'un pied, de 3 caisses et 2 cymbales. Sans oublier bien sûr le micro. Prévu pour début novembre, ce jeu Next Gen Wii PS2 sera jouable à 4 en mode coop, en ligne ou dans son salon. En vrac, voici quelques-uns des groupes dont il sera possible de massacrer les chansons. Smashing Pumpkins, Sting, Tool, sans oublier quelques groupes français comme Trust, Hush Puppies ou Stuck in the Sound. De l'été, on passe à l'hiver avec Shaun White Snowboarding, développé dans les studios d'Ubi Montréal. Ce jeu de snow, à mi-chemin entre l'arcade et la simulation, était jouable sur le salon sur console next-gen et sur la Wii. Développé sur 360 et PS3 à partir du moteur graphique d'Assassin's Creed, ce jeu ira jusqu'à proposer des petites séquences randonnées pour aller à la recherche de spots cachés. Et puis les amateurs de bataille de boules de neige ne seront pas déçus, tout comme les vidéastes amateurs qui pourront filmer leurs exploits afin de les partager en ligne. Toujours jouables, les frères ennemis FIFA 2009 et PES 2009 ont attiré de très nombreux fans sur les stands EA et Konami. Mais on aura l'occasion de reparler de ces deux jeux, histoire de satisfaire les amateurs de foot qui n'osent pas se manifester sur les forums de No Life. Mais ils sont là, à n'en pas douter. Quelques images également de Carnival Games Minigolf qui possédait son propre stand. Il était ainsi possible de jouer au vrai minigolf, mais également d'essayer la version Wii, éditée par 2K Games à l'aide d'un petit accessoire qui n'est pas encore certain de voir le jour en France. Et puis, histoire d'introduire en beauté la critique de TNA Impact présente dans ce 101%, voici quelques images live de Christian Cage et Christy M, deux des catcheurs présents dans le jeu. Le premier est jouable et il fait peur en vrai. La seconde donne des conseils aux joueurs qui seront, à n'en pas douter, tout oui. Enfin, un petit mot hors news Leipzig. Depuis le 19 septembre, la Xbox 360 a vu son prix baisser. La Xbox 360 Arcade sera ainsi accessible au prix de 179 €, tandis que la Premium équipée de son disque dur 60 Go et d'une manette sans fil passe, elle, à 239 €. Pour finir, la Elite et son disque 120 Go est désormais disponible au prix de 299 €. On est déçus quand même parce que c'était encore de bien belles news. On aurait aimé que ce soit pourri pour pouvoir dire du mal. Et ben non, même pas, on peut pas. Et on continue dans le pas du tout pourri. Enfin, j'espère, je sais pas, j'ai pas encore joué, puisque maintenant on a la critique de TNA Impact. Alors, TNA Impact, je connaissais pas, mais j'ai entendu dire que c'était du catch. Alors, SmackDown ou TNA Impact, quelle fédération va l'emporter? On va le savoir tout de suite. Aux États-Unis, le catch est une institution incontournable depuis plusieurs décennies.
Régulièrement diffusée à la télévision, cette discipline singulière assure le spectacle chaque semaine grâce à des affrontements spectaculaires et rythmés. En son sein, il existe plusieurs fédérations dont 2 possèdent une aura nettement supérieure à la moyenne. La plus renommée d'entre elles est la World Wrestling Entertainment ou WWE. Elle regroupe les plus grandes stars de catch telles que Chris Jericho, Batista, Triple H ou l'Undertaker. Cette fédération possède également son propre jeu, le fameux WWE SmackDown vs Raw. Il est incontestablement le numéro 1 dans son domaine à l'heure actuelle. Mais il existe une deuxième fédération qui cherche à concurrencer la suprématie de la WWE. Il s'agit de la Total Non-Stop Action Wrestling ou TNA. Cette dernière prône un catch encore plus spectaculaire avec des scénarios moins confus et utilise, fait rare, un ring hexagonal. En début d'année, Midway avait annoncé son intention de développer un jeu basé sur la licence TNA. Quelques mois plus tard, voici déjà l'arrivée de TNA Impact qui reprend le nom d'une émission de télé américaine. Le jeu débarque donc en Europe en ce mois de septembre avec la ferme intention de concurrencer l'illustre série des SmackDown vs Raw. Oula, un coup bas. TNA Impact exploite, comme précisé auparavant, la licence TNA. On retrouve donc dans le jeu toutes les stars de la fédération. Le joueur pourra ainsi incarner Sting, Abyss, Kurt Angle, AJ Styles ou encore Samoa Joe. En tout, 25 catcheurs sont présents, dont une bonne partie se débloqueront au fur et à mesure du mode scénario. Histoire de varier les plaisirs, TNA Impact propose plusieurs types de matchs inspirés de ce qui se fait réellement lors de l'émission de télévision. Dans un premier temps, il est possible de faire des matchs basiques en 1 contre 1 ou par équipe. La victoire s'obtient par décompte de l'arbitre ou par soumission de l'adversaire. Mesdames et messieurs, ceci est une victoire décisive dans cette... Dans la même veine, il existe également le mode free-for-all, chacun pour soi en français. 4 catcheurs s'affrontent alors sur un ring et c'est le premier qui élimine l'un d'entre eux qui remporte la victoire. Évidemment, le fait d'être en groupe rend l'histoire plus compliquée car il faut échapper à la vigilance des autres concurrents pour gagner. Mais les types de matchs les plus intéressants sont incontestablement l'Ultimate X et le match FCA. Ce dernier permet aux joueurs de remporter la rencontre quel que soit l'endroit où l'adversaire est compté ou immobilisé, y compris donc en dehors du ring. Il a réussi, il a gagné. L'Ultimate X, quant à lui, est l'une des attractions du jeu grâce à son originalité. Le but est d'attraper un X suspendu au-dessus du ring par 2 grandes cordes croisées. Pour arriver à ses fins, il faut bien évidemment se suspendre à ces dernières et s'exposer ainsi à une contre-attaque des adversaires. Petit détail important, pendant que le joueur tente de décrocher le X, une jauge se remplira. Une fois pleine, le match est tout simplement gagné. Cela permet d'éviter que la rencontre soit trop courte et que le premier catcheur approchant le X ne soit pas forcément le vainqueur du combat. Enfin, c'était impératif, il fallait un mode scénario. L'histoire de ce dernier est simple. Alors que le catcheur Suicide est en pleine ascension, 2 gangsters le menacent physiquement. Ils lui demandent de lever le pied lors du prestigieux match pour le titre. Pas franchement impressionné, Suicide décide de ne pas prêter attention à ce chantage. Il triomphe donc de son adversaire et remporte la ceinture de champion. Peu de temps après, il est violemment tabassé et laissé pour mort par ses 2 agresseurs. Quelques jours plus tard, Suicide se réveille dans une chambre glauque. Il est défiguré et a complètement perdu la mémoire. Il ne se souvient de rien. Mais après une opération de chirurgie esthétique et un entraînement poussé, le revoici sur le ring. Le prétexte est donc tout trouvé pour que le joueur crée son propre catcheur de la tête aux pieds. De la couleur de la peau au style de catch, en passant par des détails comme la bouche ou les oreilles, de nombreux éléments sont modifiables. Une fois remis sur pied, le joueur incarne donc ce personnage créé de toutes pièces avec pour objectif de redevenir un grand champion de la TNA. En fait, ce mode scénario à la difficulté progressive permet surtout de débloquer des catcheurs, des arènes ainsi que de nouvelles prises. Le gameplay de TNA Impact se veut simple et accessible. Un bouton pour les coups de pied, un autre pour les poings et enfin un pour empoigner son adversaire. Rien de plus simple pour débuter. Pour effectuer une prise, il suffit donc de combiner le bouton correspondant, par exemple Y pour la version Xbox, ainsi qu'une direction avec le stick gauche. A noter qu'il est possible d'imprimer un modificateur de puissance à ces prises en enfonçant LB en plus de Y. Chaque combattant possède de nombreuses prises différentes, la nature de celle-ci étant notamment déterminée par le style du catcheur. S'il est aérien, ses actions seront spectaculaires, alors que s'il est combatif ou lutteur,
Il sera moins acrobate, mais plus lourd et plus puissant. Les manières dont catchent les personnages ont donc une influence directe sur le gameplay. Ces différents éléments constituent la base du système de combat. Mais il existe des coups plus complexes, comme par exemple le contre. Il se déclenche avec une simple pression sur le bouton qui lui est dédié. Mais ces contres ne sont possibles qu'à certains moments précis au cours de la prise de l'adversaire. Il faudra donc patienter avant de maîtriser le timing juste pour renverser une situation compromise. Pouvoir contrer à n'importe quel moment son opposant, c'est évidemment une bonne chose dans l'absolu, car les combats s'en trouvent plus rythmés et indécis. Mais ces contres sont beaucoup trop systématiques. Mis à part le cas où l'on est étourdi, lorsque la barre de fatigue est pleine, il est possible de les réaliser pendant n'importe quelle prise de l'adversaire. Autant dire qu'on se sent un peu frustré lorsque l'on prend l'initiative et que l'adversaire retourne implacablement la situation. On aurait aimé qu'il soit plus difficile à sortir ou que l'avantage soit donné plus régulièrement à l'attaquant. Autre coup avancé, la prise de finition requiert, elle, que la jauge de TNA Impact de son personnage soit pleine. Il suffit alors d'empoigner l'adversaire, puis d'appuyer sur le bouton Action, B en l'occurrence sur la manette Xbox. Il est indispensable de savoir maîtriser cette prise ultime, car les adversaires les plus coriaces ne pourront être vaincus que grâce à cette dernière. Bon, il existe tout de même d'autres moyens de vaincre, en utilisant la prise de soumission par exemple. Dans ce cas-là, le joueur devra entrer 3 séquences de touches consécutives, tout comme celui qui subit la prise. C'est le plus rapide des deux qui l'emporte lors de chaque petite séquence. L'attaquant doit donc remporter ces 3 mini-duels, alors que le défenseur n'a besoin que d'une réussite pour se dégager de la prise. Mais pour gagner grâce à une prise de soumission, il faudra surtout veiller à immobiliser la partie du corps ayant subi le plus de dégâts. Pour savoir où en est sa santé, il suffit de jeter un œil à la petite silhouette verte située à côté de la jauge TNA Impact de son personnage. Plus les différentes parties deviennent rouges et plus les blessures sont graves. Évidemment, pour démolir son adversaire, tous les coups sont permis. Saut de la 3e corde, coup de chaise ou encore projection en dehors du ring. Le dernier point dont il est nécessaire de parler, c'est l'intelligence artificielle. Malheureusement, cette dernière a des réactions trop stéréotypées. Par exemple, au bout de 3 minutes de combat, elle va systématiquement chercher la chaise en dehors du ring. Il suffit alors de l'attendre et de l'accueillir à son retour dans l'arène. Un problème d'autant plus gênant que les matchs se ressemblent du coup un peu trop. On se rabattra donc assez rapidement sur le mode online, même si les combats sont limités à 2 joueurs. Dommage, car on aurait tout de même bien aimé pouvoir faire des matchs par équipe en ligne. Quelqu'un lui prenne le pouls. Pour un premier essai, Midway s'en sort avec les honneurs et ce TNA Impact se positionne comme un concurrent sérieux à SmackDown vs Raw. Doté d'une bonne réalisation et d'un gameplay accessible, le jeu ne souffre pas de la comparaison avec son illustre aîné. Il subsiste bien sûr des imperfections, parfois gênantes, notamment au niveau de l'IA, mais l'ensemble est plutôt séduisant. Le fun dégagé par ces rencontres rythmées et spectaculaires prend en effet rapidement le pas sur les quelques défauts du jeu. Reste à savoir si le public va suivre et se procurer TNA Impact, alors que SmackDown vs Raw s'est positionné depuis longtemps comme une référence du genre. Le pari pris par Midway est risqué. Mais au fond, on espère qu'une concurrence s'installera entre les 2 titres, histoire de briser le monopole de la WWE et de laisser un choix un peu plus important aux amateurs de catch virtuel. Donc voilà, après ces malabars musculeux qui sont des clés, des Boston Crab, des trucs et des machins, on change un petit peu de registre avec une note un petit peu plus musicale, la charmante Macha, donc. Son émission Oscillation vient décortiquer, analyser les morceaux de musique. On apprendra des choses en plus. Voilà, on vous a dit les jeux vidéo c'est pour les niais, les crétins. Non, Oscillation. L'orgue est un instrument complexe et mystique qui puise traditionnellement ses sonorités dans la résonance de l'air à l'intérieur de nombreux tuyaux de taille et de matériaux divers. Un orgue possède en effet différents jeux, également appelés registres.
Ces diverses sonorités et timbres sont entre autres capables d'imiter tous les instruments d'un orchestre symphonique et même la voix humaine. Le plus grand orgue encore en état de marche aujourd'hui possède ainsi 399 jeux différents. L'orgue est également un instrument que l'on associe souvent à la musique religieuse avec ses chorales et ses messes. Bon nombre de compositeurs de jeux vidéo ont puisé dans cette réserve extraordinaire de sonorités, de textures et de timbres que peut offrir un orgue. C'est notamment le cas de Mitsuda Yasunori qui, à l'âge de 23 ans à peine et en collaboration avec Uematsu Nobuo, a composé la superbe bande originale de Chrono Trigger. Nous nous trouvons en ce moment dans une cathédrale, à l'époque du Moyen-Âge. Nous entendons clairement un orgue à 4 voix jouer une chorale en suivant toutes les règles de composition de ce genre. En effet, la chorale est traditionnellement composée de 4 voix, appelées en allant du grave vers l'aigu, basse, ténor, alto et soprano. Il est également possible de discerner le très caractéristique retard avant la demi-cadence, une fin non définitive qui assure la continuité du motif. Une suite de notes cristallines, très claires et aiguës, rajoute un caractère léger, presque volatile et peut-être même céleste à l'ambiance sonore. Nous nous trouvons bien dans un lieu mystique. Nos héros vont même pouvoir jouer eux-mêmes sur un orgue. Il se trouve d'ailleurs en bas à côté de l'autel, fait assez inhabituel car dans les églises, les orgues sont généralement situés en hauteur, à l'arrière de la nef. Finalement, ce n'est pas tellement étonnant d'entendre de la musique religieuse dans un lieu de culte. Il est toutefois possible de trouver 2 autres exemples d'orgues sacrés dans la bande originale de Chrono Trigger. Cette fois-ci, sans aucune association religieuse apparente. À vous de trouver pourquoi le compositeur a fait le choix d'employer l'orgue sacré pour accompagner ces scénarios particuliers. Nos héros sont en ce moment même dans le Tyranno Lair, dont voici l'introduction musicale. Il s'agit du repère d'Azala, roi des reptiles, de l'antre du mal en quelque sorte. Pourquoi employer une musique religieuse dans un contexte préhistorique ? Peut-être cela renvoie-t-il à la conception traditionnelle japonaise de l'univers. Avant même la naissance de la religion, le bien et le mal faisaient partie d'un même équilibre sacré. Nous voici dans le monde du futur, un monde détruit et désert. Écoutons la musique qui l'accompagne. Un fond sonore composé de vent et de bruits dissonants provenant peut-être d'un carillon éolien souligne l'atmosphère. En second fond, nous entendons une magnifique chorale à 2 voix, qui avance lentement et difficilement, tout comme nos héros qui doivent cheminer dans cet environnement hostile. Mitsuda Yasunori a-t-il employé l'orgue pour s'accorder avec la thématique du vent, à moins qu'il cherche à signifier qu'il y a une instance divine dans le destin de ce monde désolé. Comme quoi, vous voyez, on peut être didactique, intéressant et pas rébarbatif pour dessous. D'ailleurs, à ce propos-là, le docteur Lacave me disait quelque chose l'autre jour. Il me disait, tu sais quoi, c'est terrible, Joe, il est devenu proxénète. J'ai dit, non, pas Joe. Il m'a dit, si, Joe et Mac, et je fais un Hidden Palace là-dessus. J'ai dit,
Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Dans les jeux vidéo, on peut vivre toutes sortes d'aventures, mais à part quelques exceptions, la préhistoire est très peu représentée. Et pourtant, la préhistoire est le théâtre des délires les plus fous. On se souvient tous de PC Kid ou autre Chuck Rock. Mais en arcade, il faut compter avec Joe & Mac, les deux ninjas des cavernes. Joe & Mac, Ikusei Genshin-jin en japonais, est un jeu de plateforme action édité par Data East. Il ressemble de prime abord à Wonder Boy, on y jette des haches de pierre pour frapper les ennemis, et on doit passer son temps à ramasser des fruits pour se faire des points. Les fruits ici ne sont pas juste des points à gagner, tout ce qui est du domaine de la nourriture sert à regagner un peu de vie. Car la jauge de vie s'entame toute seule au long de l'aventure, c'est pour cela qu'il est si important d'en attraper. Et oui, si notre ami Joe ne mange pas, il meurt de faim. Joe & Mac devront sauver à chaque fin de niveau une des femmes de leur clan qui le remerciera par un gentil petit bisou. Le jeu mise donc beaucoup sur son humour et ses situations grivoises. Il n'y a qu'à regarder les mimiques des monstres quand on les frappe. C'est aussi ce jeu qui servira de base pour la suite des aventures des ninjas préhistoriques. On y trouve notamment les mêmes boss, mais aussi les mêmes gameplays. Joe & Mac peuvent à tout moment changer leur arsenal en prenant le power-up adéquat. Et en laissant le bouton de tir appuyé, il sera également possible de charger son arme, ce qui souvent fait la différence face à une salve d'ennemis ou à des boss. Le jeu est, comme son nom le laisse supposer, prévu pour 2 joueurs, et c'est vrai que c'est ainsi qu'il prend toute sa saveur. Ainsi, Joe & Mac ont eu assez de succès pour se voir adapté sur les consoles du moment. Ce sera la version Mega Drive qui sera la plus fidèle à l'arcade, bien que la différence de puissance entre les deux machines se fasse ressentir. Elle n'a pourtant pas à rougir de sa grande sœur. La Super Nintendo aussi a eu droit à sa version, mais ici il s'agit plus d'une adaptation que d'un portage. On y trouve un système de cartes à la Super Mario World, mais l'ordre des mondes a aussi changé. Une version Game Boy beaucoup plus fidèle à l'arcade a également vu le jour. Malgré la faiblesse technique de la machine, elle s'en sort pas trop mal. Bien sûr, les exploits de nos compères ne vont pas s'arrêter là. Et la suite de leurs aventures est un peu plus complexe, car on peut compter 3 Joe & Mac 2 différents. La première suite se trouve sur Super Famicom, sous le titre Tatakei Genshin-jin 2 Buki no Boken. Cette suite tranche radicalement avec l'épisode précédent. Ici, c'est un jeu de plateforme pur. Et plus de Joe ni de Mac, Kongo en est le nouveau héros. Tout son clan a été changé en singe, et pour les libérer du maléfice, il doit retrouver des pierres précieuses. Kongo se changera en singe s'il se fait toucher. Mais s'il réunit 3 gemmes, il se transforme en super-homme des cavernes. Il y a toutefois des liens qui unissent ce jeu à la série. C'est d'abord le super saut, mais aussi les boss et les environnements. Mais à part ça, tout est nouveau. La seconde suite de Joe & Mac ne s'appelle pas Joe & Mac 2, mais Joe & Mac Returns. Il est sorti en 1994 en arcade et le gameplay change du tout au tout. Ici, exit la plateforme action et bienvenue au puzzle action game dans la lignée des Bubble Bubble ou autres Snow Bros. En fait, ce jeu est inspiré d'un autre titre de l'éditeur, il s'agit de Tumble Pop. On y incarne un petit garçon qui doit capturer les ennemis avec son aspirateur et le recracher pour percuter les restants. Eh bien, Joe & Mac Returns se joue exactement pareil, à la différence près que nos amis Cro-Magnons utilisent une massue à la place d'un aspirateur. Bien entendu, le jeu se déroule dans leurs univers, avec à chaque fin de monde un petit interlude sexy. Le troisième Joe & Mac 2 est en fait Tatakei Genshin-jin 3 Shuyakuwa Yapari Joe & Mac. Un titre que l'on peut traduire par « Battez-vous, hommes des cavernes 3, Joe & Mac se sont bien vous les vedettes ». C'est une façon de nous dire que les 2 chasseurs de mammouths nous ont manqué, car oui, ce sont bien eux les héros. Le Joe & Mac 2 américain, sous-titré Lost Tropics, est en fait Joe & Mac 3 japonais, mais aussi européen. Et oui, chez nous on passe directement du premier au 3e. Ce volet sorti directement sur Super Nintendo suit la tradition des épisodes sur console et reste un jeu de plateforme beaucoup plus détaillé au niveau des graphismes, mais également au niveau du gameplay. Joe & Mac peuvent se déplacer sur une carte à la manière d'un RPG, chaque étape correspondant à un nouveau monde. Bien entendu, chacune de ces escales est un stage à jouer en jeu de plateforme.
Mais cette phase est surtout un clin d'œil à un très ancien jeu de Data East, Boomer Ranger. Dans ce vieux jeu d'arcade, on devait déplacer un homme des cavernes sur une carte pour retrouver les trésors qui étaient en fait les lettres du jeu. Et savez-vous que dans Joe & Mac 3, ces mêmes trésors sont cachés à la fin des mondes? Joe & Mac 3 est aussi le dernier jeu de la licence, et pourtant, un jeu très similaire est sorti peu de temps après, sur arcade et Neo Geo. Il s'agit de Spin Master, connu au Japon sous le nom de Miracle Adventure. On sent bien que c'est le même staff qui s'est occupé des deux jeux, tant on croirait se trouver dans une aventure contemporaine de Joe & Mac. Cette fois-ci, ce ne sont plus des chasseurs de mammouths, mais des cow-boys au yo-yo bien affûtés. On retrouve dans ce jeu un bon nombre de similitudes, à commencer par le gameplay quasi identique. Il est possible de changer ses armes, et parfois, on a l'impression de retrouver celles de Joe & Mac. On peut également les charger pour assurer plus de dégâts. Et les boss font le même genre de mimique humoristique. De plus, comme dans Joe & Mac premier du nom, il y a 3 fins différentes, bien moins grivoises que celles de leur homologue préhistorique. Et si le boss de fin vous dit quelque chose, c'est normal, puisqu'il s'agit du même que dans Joe & Mac Returns, le savant fou cybernétisé qui pilotait un méca en bois. Eh bien cet ennemi était déjà une parodie du dernier boss de Tumble Pop. Il était bien normal que Data East fasse apparaître ses héros fétiches dans Joe & Mac. On retrouve ainsi Shell-Noff, le super soldat atomique. Shell-Noff est un jeu qui avait défrayé la chronique à l'époque car il se déroulait à Tchernobyl après les événements que l'on connaît. Mais les clins d'œil ne s'arrêtent pas là. On retrouve d'autres références au jeu de Data East, comme l'inénarrable Karnov qui s'est immiscé dans la plupart des jeux de l'éditeur. Ici, il apparaît dans les scénettes de fin de niveau, mais aussi en tant qu'adversaire. Karnov est le héros du jeu du même nom. C'est un ancien membre d'une troupe de cirque qui doit arrêter les démons en Europe de l'Est. Pour la petite anecdote, Karnov a rencontré un vif succès en Bulgarie pendant la guerre froide. Tout simplement parce que c'était un des seuls jeux autorisés là-bas. On trouve aussi dans ce jeu Mizoguchi, le combattant japonais de Fighters History, qui sera ensuite renommé Karnov's Revenge sur Neo Geo. Mais malheureusement, la compagnie Data East ayant fait faillite depuis un bon moment, nous ne sommes pas prêts de revoir les aventures de Joe & Mac de sitôt. Et oui, le docteur Lacave, le seul docteur qui ne nous fasse pas payer la consultation, même quand vous n'êtes pas abonné à son cabinet. Comme quoi. En même temps, j'aimerais pas trop traîner dans le cabinet de Lacave. Bref, c'est déjà la fin de ce 5%, alors comme d'habitude à la fin du 5%, je vous fais des bisous. Plein, tout plein, tout plein, tout plein, j'ai toute une malle de bisous à vous donner. Donc je vous les donne, et puis je vous dis à demain avec des vies, et puis à après-demain avec moi, et ainsi de suite. Ainsi va la vie.